à cet entretien avec Mme Marie-Claude Barrette et l'animation sera faite par Mme Carole Désilet. Nous voulons remercier nos commanditaires, Sodec, Padier, Conseil des arts du Canada, la Ville de Val-d'Or ainsi que le mouvement Desjardins. Bonne rencontre. Alors bonjour tout le monde. Alors il me fait plaisir d'accueillir pour une deuxième entretien Marie-Claude Barrette. Alors Marie-Claude est bien connue des milieux des médias, mais peut-être quelque chose que vous allez apprendre et que vous allez pouvoir la connaître plus, c'est que son père était originaire de Lorrainville et a été à l'école en 6e année à Amos. Exactement. OK. Alors, bienvenue dans notre nouvelle région. Retrouvailles dans cette région. Alors, Marie-Claude Barrette a publié un livre qui s'appelle La Couveuse. Alors, La Couveuse, ça nous parle d'un épisode de sa vie où elle a été obligée de rester alitée dans un hôpital parce qu'elle était enceinte et qu'il y avait des dangers de perdre son enfant. Alors, elle a été alitée durant 133 jours. Alors, le livre relate cet événement-là. Alors, je vais lui laisser présenter un peu cet événement-là dans sa vie. M'entendez-vous? Oui. Parce que j'entends prendre la réponse. Bonjour tout le monde, merci d'être là en ce beau dimanche à Val-d'Or. Alors, la couveuse est arrivée un peu, excusez ma voix, c'est pas parce que je suis émotive, je me prends pour Marina Orsini un peu. J'ai beaucoup parlé au cours des derniers jours, mais je ne suis pas malade, c'est vraiment juste ma voix qui est un peu étrange. Mais c'est ça, c'est une éditrice, Joanne Gué, qui travaille à Libre Expression, qui m'a rencontrée parce qu'elle voulait que j'écrive. Et je ne savais pas vraiment si je pouvais écrire, puis elle voulait que j'écrive sur l'identité des femmes. J'avais pas grand-chose à dire là-dessus. Et à un moment donné, elle m'a dit, dans ta vie, est-ce qu'il y a eu une période qui a eu un avant et un après? Puis je dis, ben oui, c'est sûr, quand j'étais alitée pour mon fils, il y a vraiment eu la Marie-Claude avant, la Marie-Claude après, j'avais 30 ans. C'est aussi une année importante, je pense, dans la vie, la 30e année. Et j'ai commencé à écrire La Couveuse, qui est vraiment, je dirais, un moment... c'est très personnel comme écriture, où je parle de mon couple, puis en plus, vous avez la chance de connaître par mon conjoint. Alors, j'ai accepté de plonger après plusieurs semaines de réflexion, parce que je veux juste vous dire qu'au début, je voulais romancer mon histoire, parce que j'étais pudique. Je me disais, est-ce que vraiment mon histoire personnelle va intéresser les gens? Alors, j'avais rajouté des personnages. Et quand Joanne a lu les 50 ou les 30 premières pages, elle m'a dit, mais pourquoi j'en sais plus sur le monsieur qui va mettre la télé dans ta chambre que sur toi? Parce que j'essayais toujours de me camoufler. Alors, j'avais mis toutes sortes de personnages, j'avais inventé des vies. Alors, elle m'a dit, ça marche pas, là, c'est toi qu'on va avoir l'histoire. Alors, j'ai décidé d'écrire vraiment mon histoire. Et c'est pas facile à faire. Alors, La Couveuse, c'est un périple, c'est une aventure, c'est un défi, en fait, qui a duré justement 4 mois et demi, où j'ai commencé à Rivière-du-Loup et je l'ai terminé à l'hôpital Sainte-Justine. Et heureusement, on connaît la fin, ça s'est bien terminé. Mais c'est une histoire, comment c'est drôle la vie, parce qu'écrire sur une période où on était alités, on a envie de dire, mais moi je me souviens, j'avais des amis qui me disaient, mais qu'est-ce que tu vas dire? Je faisais rien. Alors quand ils ont lu l'histoire, ils ont dit, mais finalement, tu faisais pas mal plus d'affaires qu'on pense, parce que je pouvais donner des ordres quand même. J'avais mon téléphone. Mais je faisais des blagues, mais c'était très introspectif. Ça a été un voyage intérieur et en même temps, un voyage où tu te dis, il faut que la vie continue de voir, parce qu'il faut comprendre que Charles avait 2% de chance de survie après, dans cette grossesse-là. Alors, le 2% était très important. Alors, c'est en gros l'histoire de La Couveuse et aussi l'histoire d'un deuil périnatal. J'avais perdu un enfant quelques mois avant. Et dans l'immobilité, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand on est immobile, nos fantômes nous racontent. Et moi, ça a été mon cas. Alors, c'est tout ça l'histoire. Est-ce que c'est bien, Carole? Oui, j'ai l'impression de parler. Je vais tout Alors, dans cette période-là, Marie-Claude, tu as vécu plusieurs sentiments. Il y a eu beaucoup de va-et-vient par rapport
la peur, la tristesse, la joie et tout ce qui accompagne, dans le fond, les éléments de la grossesse. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes contacts avec le personnel infirmier? Parce que tu es parce que infirmière, moi, je suis hein. infirmière. Ça t'intéresse de savoir ce que je pensais des infirmières. Est-ce qu'il y en a des infirmières ici? Il y en a? Est-ce qu'il y en a qui travaillent dans le milieu hospitalier ici? Ah ah! Mais vous êtes tellement précieux parce que même quand j'ai quitté l'hôpital de Rivière-du-Loup après 8 semaines, parce que faut dire que au département d'obstétrique de Rivière-du-Loup, des femmes qui restaient là 8 semaines, il n'y en avait pas. Alors j'étais comme un cas exceptionnel pour ces femmes-là. Et je me suis vraiment attachée à elles. Puis elles me racontaient leur vie, puis je faisais des suivis. Puis ce que je trouvais épouvantable, c'est que des fois, je les voyais à 8 heures le matin. À 3 heures, elle me disait hey, bye bye, on va se voir demain. Finalement, elle revenait à 4 heures, elle me disait je remplace quelqu'un. Puis elle repartait à minuit. Et je la voyais à 8 heures le lendemain. Il y en a des fois, je me disais mais ça n'a aucun bon sens. C'est moi qui faisais rien. J'en revenais pas comment les infirmières auxiliaires étaient dédiées, dévouées. Alors quand j'ai quitté Rivière-du-Loup, j'ai eu bien la peine de quitter ma gang de filles, parce que c'était toutes des filles. Puis à Sainte-Justine, ça a été un peu plus difficile parce qu'il y avait tellement de roulements, puis de stagiaires, puis il fallait toujours que je raconte mon histoire. Mais quand je suis repartie de Saint-Justine, c'était pareil. J'étais encore attachée à celle que j'avais vue le plus. Alors, j'ai envie de dire merci pour votre travail. Moi, c'était avec les médecins que j'ai eu des problèmes, mais jamais avec le personnel infirmier. Alors, c'est un beau témoignage. L'autre élément, c'est dans ton livre, tu parles que dans cette période-là, tu as appris à accepter l'aide, le soutien des différentes personnes. Ça fait partie d'un des apprentissages qui est beaucoup présent dans les différents chapitres de ton livre. Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui ont de la misère à accepter l'aide de leurs proches? Bien, dites oui. Non, mais demander de l'aide, là, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Autant pour les femmes, pour les hommes, on a l'impression que c'est jamais mieux fait que par soi-même. Tu sais, on a une petite tendance, laisse-moi faire, moi le faire. Et moi, j'ai toujours été très autonome. Moi, il y a quelque chose à faire, je le fais. C'est pas mon premier réflexe, de demander de l'aide. Mais là, dans le fond de mon lit, où j'avais un enfant de 2 ans et demi, je dis dans le fond de mon lit, puis j'avais une pente de 20 degrés, puis on relevait les barreaux, surtout au début pour être certaine que je me lève pas. C'était la crainte de dire, mais peut-être qu'elle va se décider d'aller aux toilettes. Alors là, j'étais confinée. Alors, j'avais un enfant de 2 ans et demi qui avait besoin, évidemment, de manger de sa vie, tout ça. Mais j'avais l'impression qu'elle ne mangerait pas. Là. Tu sais, j'étais bien inquiète. Je demandais à ma belle-mère qu'est-ce que vous y avez fait. Mon chum a-tu mangé? Elle arrivait, elle était super mal habillée. Ça me fatiguait. Vous n'avez pas aidé. Des fois, j'étais, oh mon Dieu, elle a donné un petit sapin de Noël. Pauvre cocotte. Mais j'étais là, Marie, prends pas de photos. Hein? Parce que, tu sais, elle va regarder ça puis elle va trouver ça terrible. Là. Puis ses cheveux, on n'en parlera pas. Là. Les cheveux, là. Finalement, Marie, elle va couper un toupette super carré comme ça. Fait que c'était très simple. Mais elle gambadait. Quand elle arrivait dans la chambre, je disais, elle ne savait pas là, que ses collants étaient verts, sa jupe était rouge. Elle, pour elle, c'était plein de couleurs, c'était joyeux. Alors, au fil du temps, j'ai lâché prise aussi, mais j'ai accepté l'aide. Quand ma belle-sœur m'a dit, veux-tu que j'aille magasiner pour ta fille? Oui. Et j'ai aussi demandé, tu sais, on dit toujours, ça prend un village pour élever un enfant. Je me suis toujours demandé, c'est quoi cette mosasse de phrase-là? On laisse-tu notre enfant dans le milieu de la rue, puis non, on s'en occuper? Mais j'ai compris quand j'étais alitée que mon enfant, mon frère en faisait, mon beau-frère, ma belle-mère, ma mère, mon chum, tout le monde était autour d'elle pour qu'elle soit bien. Et aussi autour de moi, parce qu'il fallait que je demande des affaires, j'avais rien. Alors, j'ai appris à demander de l'aide, et ça, c'est une grande leçon de vie. Alors maintenant, j'ose demander, et le pire qui m'arrive, c'est qu'on dise non. Et aussi, pensez aux gens qui vous demandent de l'aide. Quand vous leur rendez service, comment ça nous rend heureux de rendre service. Alors, il faut aussi penser à ça, que des fois, demander de l'aide, c'est pas pénible pour l'autre personne. Alors ça, c'est une grande leçon.
L'autre élément qui me permet d'enchaîner, vous avez parlé de votre fille Angela qui avait 3 ans au moment où vous étiez alité. Maintenant, vous avez une très belle relation avec votre fille. Ouais. Parlez-nous un peu de comment ça a évolué suite à ça, lorsqu'un autre bébé qui est arrivé dans votre famille, puis vous avez eu une autre fille aussi par après. Oui, présentement, ils ont 12 ans, 15 ans, 18 ans. Angela a 18 ans, Charles a 15 ans. Angela, ça a toujours été une vieille âme. C'est une enfant que je me souviens pas qu'elle n'a pas parlé. Si ça avait été ma dernière, Juliette, qui avait vécu cette absence-là, je pense qu'elle ne serait pas encore remise de ça. Tu sais, c'est une enfant, dès que je franchis la porte, elle sait où je m'en vais, pour combien de temps, c'est-tu nécessaire, cette sortie-là? Tu sais, puis elle fait beaucoup de petits chantages émotifs. Moi, ma fille de 12 ans me dit, j'avais eu à choisir ma mère, en tout cas. C'est peut-être pas toi que je l'aurais choisi. Alors, des fois, elle me dit ça. Bon, j'ai appris à vivre avec ça et d'en rire, parce que j'ai compris que c'était un petit chantage émotif. Mais Angela était très différente. On dirait que c'était la bonne enfant pour vivre ce qu'on a vécu. Et elle a 18 ans, puis je me souviens juste d'une petite anecdote, quand elle avait 5 ans, elle demandait à mes amis, toi, ton couple, là, ça va-tu bien? Là, mes amis disaient, je dois-tu répondre à ça? Je dis, ben oui. Et c'était aussi cette petite fille-là qui me disait, hey, toi, maman, là, t'es pas chanceuse. Ton amoureux, là, il est jamais là. Puis j'étais là, mais mon amoureux, c'est ton papa. Tu sais. Mais elle est comme ça, puis elle veut devenir psychiatre ou neuropsychologue. Elle est dans ses choix présentement. Alors, ça a été une belle évolution. Elle n'a jamais, je pense, souffert de ça. Et quand elle a lu le livre, elle s'est aimée petite. Là, j'étais donc bien drôle, petite. J'ai fait des moutons, j'ai décoré ta chambre. Ben, j'ai dit oui. Puis elle, quand on parle des soins infirmiers, elle avait la chance, quand elle venait me voir, d'avoir des jellos de toutes les couleurs. Mais pour un enfant, là, ça, c'est de la magie. Tu sais, elle ne me voyait pas, moi, en danger, là, avec un enfant en danger. Elle voyait du gel rouge, du gel au vert, des dessins partout. Elle lui donnait des petits biscuits soda. Ça, c'était le jackpot, là, dans le papier. Alors, des fois, de rendre les autres heureux dans un hôpital, autre qu'à la personne malade, ça aide la personne. Moi, je n'étais pas malade, mais ça aide la personne qui nécessite des soins. Alors, ça a été un grand défi pour vous et pour votre famille. Vous êtes une personne à défi. Alors, vous avez traversé cet épisode-là avec succès. Vous mentionnez dans votre livre qu'il y a des gens qui vont faire des missions en Afrique ou dans d'autres pays. Vous, votre mission, ça a été de mettre au monde votre enfant sans bouger. Sans bouger. C'est vrai, c'est qu'on a l'impression des fois que pour faire des changements, il faut faire des grands gestes, qu'il faut aller loin, qu'il faut qu'on vous donne. Puis, tu sais, mais des fois, comme moi, c'était dans l'immobilité, mon grand geste, c'était en ne bougeant pas. Moins que je bougeais, plus que j'allais vers quelque chose de grand. Et ça m'a fait bien réfléchir. Tu sais, des fois, on veut aller aider en Afrique les pauvres, alors que dans nos communautés, il y a des gens qui ont besoin aussi de nourriture et d'aide. Alors maintenant, je suis plus sensible à ça. Tu sais, je jette jamais de vêtements, je les donne toujours. J'ai beaucoup sensibilisé mes enfants à ça. Même Charles, à un moment donné, je préparais une poche de linge pour aller donner. Là, j'essayais, vous savez, un garçon, ça grandit vite à un moment donné. On essayait à peu près 5-6 ans, on essayait des vêtements. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec cette poche-là? Et je dis, on va aller la donner à un organisme. Ah oui, mais dis-moi, quand je vais redevenir petit, qu'est-ce que je vais porter? Alors, je l'ai bien déçu cette journée-là. Elle a su qu'elle allait pas redevenir petit. Mais j'ai sensibilisé beaucoup mes enfants. Puis c'est pas que j'étais pas sensible à ça avant, mais j'étais plus au niveau politique, au niveau social, des grandes idées. Et suite à ça, c'était vraiment plus micro. Qu'est-ce qui se passe dans ma communauté, dans mon village, où je pourrais faire une différence? On dirait qu'on est à l'aéroport. Il y a un départ bientôt. Alors, dans votre épisode, vous parlez que cet épisode-là vous a permis de vous entourer des bonnes personnes. Comment vous avez
avez fait le ménage de vos relations, de vos amis, là, suite à ça? Qu'est-ce qui vous a le plus touché par rapport à les gestes que les personnes que vous avez gardées dans Ça, votre... c'est comme plus facile à dire qu'à faire. Hein? Dire j'ai fait le ménage, ça a l'air bien beau de même, mais c'est difficile sur le plan personnel de faire ça. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça une zone de turbulence où on s'attache, on passe au travers, mais après, là, on est bien une fois que la zone de turbulence est passée. Parce que justement, à l'hôpital, je me rendais compte que des fois, il y a des gens qui m'appelaient, qui venaient me voir, puis qui me disaient, mais à part de m'avoir découragée, puis d'avoir amené de la lourdeur, puis qu'est-ce que cette personne-là m'a amené, moi, dans ma vie jusqu'à maintenant? Est-ce parce que c'est parce que je l'ai connue quand j'avais 12 ans, que forcément, il faut qu'elle fasse partie de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Et j'avais jamais eu cette réflexion-là, mais tu sais, vous savez, le genre de personne qui te laisse un message, puis qui dit, mais comment c'est sûr que tu m'as pas rappelé, là, moi j'attends d'être là. Non, je ne mets pas d'attente. Moi, j'étais arrêtée de mettre des attentes sur mes épaules. Chaque jour, j'ai de la misère, pas juste quand j'étais à l'hôpital, mais dans la vie. On sait c'est quoi la vie, retourner les appels. Moi, je parle bien trop. Je planifie 1 heure par téléphone. Je n'ai pas tout le temps à vivre les textos maintenant. Mais tout ça pour dire que ces gens-là, j'ai décidé que soit que je ne retournais plus jamais les appels, ce qui aide à mettre fin à une relation, ou je leur disais, regarde, je te contenterai jamais dans tes attentes. Donc, je pense que c'est mieux qu'on n'ait plus d'attentes ni l'une envers l'autre. Et donc, c'est des relations qui ont pris fin, pas dans la chicane, mais quand même, il y a eu des petits froids de « OK, ça t'a tombé, transformé, etc. » Mais justement, j'en voulais plus de reproches comme ça. Je veux avoir des gens authentiques qui me disent mes affaires, mais qui ne me jugent pas. Et maintenant, quand je regarde mon entourage, il n'y a personne qui me juge ou je ne juge pas les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Mais il y a une différence entre dire ce qu'on pense et juger le comportement. Donc, moi, j'ai vu ça, puis je peux vous dire qu'on est très, très légère et très soi-même aussi. Vous savez, ces gens-là, dès qu'on dit quoi, mais pourquoi tu vas faire ça? Mais pourquoi tu fais ça? Mais voyons, mais ouais. Tu vas dans le sud, tes enfants, qui c'est qui va garder? Ben, ils ont le père. OK, puis quand il va jouer au golf, tu trouves ça cool? On sent, tu sais, moi, je n'ai plus envie de vivre dans le jugement. Si vous me jugez, ça ne me dérange pas. Alors, il nous reste 10 minutes. Marie-Claude, j'aimerais ça que vous parliez de vos futurs projets. Et puis ensuite, on va prendre quelques questions dans la salle. Ben, je vais en parler rapidement, parce que ça c'est comme je disais tantôt, c'est un tournant de vie. Tu sais, quand tu m'as posé la question, c'est quoi ton avant et ton après? Et je trouve ça riche, les tournants de vie. Et à partir du 8 juin à 21h à TVA, j'avais une émission Virage, c'est mon concept sur les tournants de vie. C'est comme la suite de la couveuse, où j'interviewe 7 personnalités publiques. Chaque personnalité a 1 heure d'émission. On se promène dans des lieux significatifs où ces personnes-là ont vécu des tournants majeurs. Juste pour donner un exemple, Michel Jasmin a eu un accident de voiture en 1973 qui l'a rendu handicapé. Alors, on est allé tourner sur les lieux de l'accident. Ensuite, on est allé tourner sur les lieux de l'Institut de réadaptation où il a dû apprendre à marcher à nouveau, alors qu'on lui avait dit qu'il ne marcherait plus jamais. Alors, ça, c'est des tournants de vie majeurs. On a 7 personnes qui ont accepté de se confier, donc j'ai pas fini de tourner, mais ça rentre en ondes déjà le 8 juin. Alors ça, c'est mon projet, puis après ça, il y a 2 filles le matin qui reviennent en septembre. Est-ce que vous prévoyez écrire un autre livre? Oui. Je ne sais pas quand. Je rencontre justement l'éditrice vendredi. J'ai peur de signer un contrat. Je pense que je vais arriver où je vais m'attacher les mains. Parce que quand on a des deadlines d'écriture, c'est toujours stressant à gérer. Fait que là, peut-être que je me mettrai à l'écriture à l'automne. Peut-être dans 2 ans, un autre livre. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup aimé écrire, me retrouver seule devant un clavier, ça m'a fait du bien. Bon, alors, on pourrait prendre des questions, des commentaires de l'assistance. Il y en a qui veulent donner du feedback à Mme Barret. Oui. Ce sera pas long, José. Là, il y avait le monsieur, justement. Quand on est content, est-ce que vous entendez? Oui. Quand on est authentique comme Juliette, je me suis écrit hier, comment qu'on François Boudingo, que vous connaissez, la vie qu'on a fait hier, qu'est-ce que ça me fait
C'est ça extraordinaire. Ben non. Ce qui est arrivé avec François Bublingo, moi, vous savez, c'est toujours l'aspect psychologique qui m'intéresse. Je me dis comment on arrive à vouloir se construire une vie qui n'est pas la sienne. Qu'est-ce qu'on essaie de camoufler là-dedans? Parce que c'est extrêmement grave de s'inventer une vie, mais pas juste de s'inventer une vie, c'est d'en parler publiquement, de faire accroire des choses. Moi-même, j'étais citée, une fille le matin, on était citée dans l'article de la presse parce que je lui ai demandé c'était quoi le moment le plus marquant qui avait justement peut-être changé sa vie. Et ce qu'il m'a répondu, c'était totalement faux aussi. Alors, c'est sûr qu'être berné par quelqu'un, il y a un sentiment de trahison. Et en même temps, savez-vous, moi, je me questionne sur, à l'ère où tout est possible, l'information circule, on devrait valider les informations. Comme dans son cas, il y avait quand même des doutes dont Jean-François avait sur cette personne-là. Et on aurait dû valider où est-ce qu'il a été diplômé, avec qui il a travaillé. Je pense que lui, c'est une erreur. Je ne pense pas qu'on va le revoir sur la place publique. Mais je pense que les médias ont aussi un cas de conscience avec ça. Parce qu'ils l'ont laissé passer partout. Puis c'est pas banal, hein, dire qu'il était ami avec Mandela. Tu sais, je veux dire, là, c'était la planète, là, il la connaissait. Alors, ben, je trouve ça très grave. Je trouve ça correct que les employeurs l'aient déjà suspendu. Mais en même temps, ça fait longtemps, ça fait quelques années qu'on l'écoute. Alors, j'ai hâte d'entendre Benoît Dutrisac demain midi. Parce que lui, il lui donnait à chaque jour, François était avec lui à la radio. Alors, j'ai hâte d'entendre. Lui, il doit être complètement défait. C'est difficile de comprendre ce problème-là de mythomanie, de mensonge. Alors, moi, je me disais, ça veut dire que s'il a menti comme ça, il a dû mentir à toute sa famille, à sa conjointe. On parle pour moi, c'est presque une maladie, c'est un trouble. Oui, José. OK, mais c'est un secret, OK? Parce que je n'ai pas encore parlé. J'aimerais écrire, en fait, peut-être, aller rencontrer les gens pour les secrets de famille. Moi, les secrets de famille, ça m'interpelle, pas parce que j'en ai eu un, mais j'ai vu dans des familles comment ça démolit une famille, un secret. Le secret qui n'est pas dévoilé, le secret qui n'aurait pas dû être dévoilé finalement parce qu'il est trop tard. Il y a des secrets qui ont anéanti des vies une fois qu'ils ont été dévoilés. Et je trouve qu'au Québec, avec notre mentalité qui était très, très judéo-chrétienne, où on cachait beaucoup les choses à une époque, il y a beaucoup de secrets de famille au Québec. Et c'est là-dessus que j'aimerais écrire vraiment. Ça me touche beaucoup, ce sujet-là. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Avez-vous des secrets de famille? Non, mais est-ce qu'il y en a eu qui en ont eu des secrets dans leur famille ici? Oui, quand même. Hein? C'est tout le temps surprenant, les non-dits. Hein? Si ça, on n'en parle pas. Ça, c'est silence. Ça, moi, ça m'exaspère un peu, mais je peux comprendre qu'il y a une autre façon à trouver. Nous, on n'en parle pas dans les familles. On a la même famille, c'est aussi vrai. Mais moi, comme travailleur social, j'ai vraiment beaucoup de secrets de famille. C'est souvent Mais c'est triste, hein? Moi, j'ai une amie qui a appris un grand secret de famille au moment de la lecture du testament de sa mère. Elle n'avait jamais aimé son père et sa mère venait de lui dire quelque chose qui faisait qu'elle regrettait de ne pas avoir aimé son père. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne savait pas. Tu sais, sa mère était homosexuelle. Et c'est pour ça que son père n'était pas bien dans cette maison-là, parce que la supposée tante qui habitait là, c'était la conjointe de sa mère. Elle a su ça dans la lecture du testament, alors elle comprenait l'attitude de son père dans cette maison-là qui n'avait pas sa place et qui un jour est partie. Mais elle en a toujours voulu à son père de l'avoir laissé seule, sa mère, sans jamais comprendre que l'autre était la conjointe. Et quand elle l'a su, la conjointe était décédée, son père était décédé et sa mère venait de mourir. Alors c'est sûr qu'elle est encore chamboulée de ça et elle ne pourra jamais rien changer. Ça fait que là, tu dis, dans un cas comme ça aurait peut-être été correct le silence. Parce que c'est de laisser un poids à quelqu'un qui ne peut plus rien faire avec. C'est des regrets. Ben, c'est-tu un bon sujet d'après vous autres, le secret de famille? Moi, je pourrais vous dire, Revenez juste avant je pourrais vous donner une piste pour vous rechercher. Preuve de
exploiter ce sujet-là pour vos recherchistes. Les infirmières en connaissent beaucoup des secrets de famille. Parce que vous savez, dans une période d'hospitalisation, il se passe plein de choses aussi d'une chambre d'hôpital, comme vous avez écrit. Alors, si vous avez des recherchistes qui veulent travailler là-dessus, vous pourriez interroger certaines infirmières qui ont reçu des secrets de famille. Parce que moi, mes gros secrets dans ma famille, c'est le prix de mes chaussures ou mes attachés. Ça, c'est des choses secrètes. Il y a aussi ça, des fois, hein, comme secret de famille. On n'est pas plus. J'ai acheté un chien l'autre fois, j'ai pas rapport, mais j'ai acheté un chien et Ricardo, qui était chez nous, il tombe en amour avec le chien. Ça coûte combien un chien comme ça? Là, j'ai dit le prix. Là, maman dit, pour vrai? Là, Ricardo, il dit, tu le savais pas? J'ai dit, mais là, jamais demandé. Moi, je n'y ai pas menti, j'ai fait de l'abstraction mentale. Alors, c'est ça, mes gros secrets de famille. Alors, on vous remercie beaucoup, Marie-Claude, pour votre grande générosité. On remercie le public. On Merci.